Bien, eh bien, donc la dernière de la saison, puisqu'on marche sur les années scolaires ou universitaires, comme on veut, bah, s'annonce aujourd'hui. Et je vais faire quelque chose de tout à fait inhabituel par rapport à ce que je fais depuis 3 années. Je vous ai bien souvent entretenu enfin même toujours entretenu de littérature, de livres. Alors, je vais également vous parler de littérature. Mais comme ça a été annoncé par le bandeau de l'Agence pour le Picard, je vais vous parler, échanger avec vous sur le Picard de mon enfance, de notre enfance. Sans qu'il y ait grand secret, j'ai grandi dans les années 60 en tant qu'enfant. C'était une époque où, personnellement, je ne vais pas dire j'entendais du Picard sans le savoir parce que je recherchais l'écoute du Picard, parce que j'avais conscience que le Picard existait. Mais autour de moi, on parlait Picard, plusieurs générations parlaient Picard, euh, la mienne de génération, mes copains, copines, et celle de mes grands-parents. Et puis, entre deux, où l'ascenseur social avait fonctionné et où on se targuait dans toutes ces générations de parler français, d'aller à l'école pour parler français. Donc, on parlait picard, soit pour faire plaisir, ça pouvait être le cas entre copains, ça pouvait être le cas entre grands-parents et petits-enfants. Euh, Personnellement, mais je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai même parlé Picard et entendu parler dans la classe, en classe de CM2, fin d'études première année, et puis dans la cour d'école, mais il paraît que je suis un cas, c'est assez rare. En tout cas, on m'a jamais interdit de parler Picard, mais surtout, comment on pouvait emmagasiner du Picard et comment on pouvait dire euh, à bon escient que le Picard, ah ça je voulais pas le partager avec vous tout de suite, comment le Picard, on pouvait dire à bon escient qu'il n'était pas le même d'un village à l'autre. Alors que la perception qu'on peut en avoir à travers la littérature, à travers l'écriture, c'est un Picard qui est somme toute standardisé, qui est somme toute nivelé par, ne serait-ce que par la graphie, et puis par la volonté quand on écrit et qu'on publie, où que ce soit, même si c'est une carte postale, on a la volonté d'être lu, on a la volonté d'être compris, et donc on essaye d'écrire au mieux pour arriver à cette fin-là. Euh, sur la photo que je vais repartager, on va rencontrer donc trois personnages qui sont sur la photo. Il y en a peut-être un ou deux qui sont connus. Je pense que Anne, elle a reconnu au moins quelqu'un, de toute manière, ça, c'est certain, puisque c'est pas fait exprès. Je ne savais pas que tu es allé participer, Anne. Mais donc, il y a ici l'accordéoniste. C'est une photo qui a été prise le jour de ton mariage, Anne, si je me souviens bien, avec Laurent. Donc, forcément, c'est comme ça que Léopold de Vim est arrivé dans le cercle des Picardisans. Donc, voilà. Alors là, pour le coup, je suis heureux que tu sois là. C'est vraiment pas connu. Donc, l'accordéoniste du dimanche ou des samedis, c'est Léopold de Vim. On va l'écouter, on va le voir. À côté de lui, le faucheur, eh bien, c'est mon grand-père maternel, Albert Lyon. On va commencer avec lui, parce que j'ai la chance d'avoir un rare enregistrement de mon grand-père. Et puis en dessous, c'est pas moi, le journaliste, pas du tout. On pourrait s'y méprendre parce que j'ai été coiffé comme ça, j'ai eu cette allure-là. Cette allure-là. Non, le journaliste, c'est Jean-Louis Crimon. Et il est en présence, chez et en présence de Casilda Wilbert, dans le Nord amiénois, à Rubempré. Et donc, voilà, c'est ces personnages-là qu'on va voir. Et puis, deux autres. Ma grand-mère, qu'on va entendre, ma grand-mère Lucienne, et puis un autre personnage qui est Dorémo et qui s'appelait Ernest Pascal. Ces quatre personnages majeurs qu'on va rencontrer ce soir ont pour point commun d'avoir pu être mes grands-parents. Il y en a un qui l'a été, comme je vous l'ai dit. Mais comment j'ai rencontré, nous avons rencontré tout le monde dans toutes nos vies, beaucoup de personnes qui pouvaient être nos grands-parents. Ils sont picards de la Somme,
du Vimeux vert, entre guillemets, Ercourt pour mon grand-père et puis Bouillancourt sous Mianais pour Léopold de Vime, deux de l'Amiénois, au Rémaux pour Guy Wilbert, un petit peu au sud d'Amiens, et puis Rubempré, un petit peu au nord d'Amiens, pour Casilda Wilbert. J'ai récemment échangé avec le petit-fils de Casilda Wilbert pour avoir des confirmations d'informations qui pouvaient être utiles pour ce soir. Alors, j'en viens au propos par lui-même. Ce qui anime, en fait, ça fait un petit moment que j'ai cette idée-là, et puis je ne savais pas comment la développer. Donc, je vais vous partager bientôt une carte parce que tout le monde n'est pas de la Somme, ce qui est bien dommage parce que c'est quand même une belle région, mais c'est très bien pour cette région qui lui permet comme ça de rester à la fois belle et discrète. Euh, c'est du n'importe quoi ce que je vous raconte là. Je suis en train de mettre la carte au format pour que vous situiez les villages en question. Voilà, voilà, je vais me faire un peu plus petit parce que c'est un peu grand. Euh, voilà, donc partage à nouveau. Ça demeure quand même. Je comprends que dans certains cercles professionnels, ils aient des techniciens qui les accompagnent. Alors j'espère que là, vous avez la carte qui est à peu près arrivée sur votre page. J'espère. Euh, Euh, Là, Jean-Luc, on a ton fond d'écran. on a mon fond d'écran, oui, c'est ça. Ouais. C'est oui, parce que j'ai arrêté le partage, mais j'ai partagé quelque chose, mais c'est n'importe quoi. Donc forcément, ça ne pouvait pas marcher. Voilà. Là, ça doit être mieux. Vous voyez quelque chose là? Avec la carte en bas verte, c'est bon. Donc, je vous situe, hein, on a Amiens qui est ici, sur la droite, au nord Rubempré, vous voyez, et au Rémaux, quasi équidistant de la cathédrale d'Amiens. Et puis à l'ouest, donc on a Abbeville, en haut à gauche de la carte, et puis Bouillancourt, qui est un hameau de moyenne ville, vraiment à la sortie d'Abbeville. C'est un de ces rares villages où il y a encore un passage à gué pour les voitures, pour les piétons aussi. Et puis Ercourt, qui est tout près de Bouillancourt, dans la vallée de l'Atrie. Donc c'est pour vous situer où on est. On n'est pas dans l'ouest, dans l'est du département, mais on est franchement dans le centre et dans l'est. Alors, qu'est-ce qui donc je vais essayer de vous faire remarquer. C'est ma perception. Je ne suis pas un linguiste, je ne suis pas un universitaire, je suis bardé de peu de diplômes de linguistique, hein, puisque je n'en ai aucun. Et c'est très bien comme ça. Donc c'est une perception à la fois de lecteur, mais là surtout d'auditeur. Et puis je vais essayer de vous faire remarquer les prononciations, les accents. Pourquoi on a le droit de dire que le Picard change d'un village à un autre, mais pourquoi on a le droit de dire aussi le Picard de mon village n'est plus parlé, on ne l'entend plus, alors qu'on parle Picard. On va dire une Glen, un Cayel, mais les gens auront légitimement le droit, on ne parle plus Picard, parce qu'il n'y a plus ces accents, ces variations qui sont modernisées aujourd'hui par les générations, la mienne, les autres, et donc un espèce d'aplatissement une retranscription qui ne peut pas transmettre ces nuances-là. Les enregistrements, les vidéos ou audio peuvent bien entendu les conserver, mais la transcription, il y a des moments, on se pose tous, nous qui pour certains écrivons, lisons ou réécrivons ou traduisons, on se rend compte qu'il y a certains mots on sait les écrire, mais on ne sait pas vraiment les transcrire de manière à ce qu'ils soient prononcés tels qu'on souhaiterait qu'ils le soient. Et puis, au-delà de ça, donc, il y a du vocabulaire qui apparaît, qui est dans aucun dictionnaire. C'est formidable, aucun lexique. Vous allez entendre le verbe inglucher. S'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire inglucher, il lève la main. Quoi. Je veux dire, c'est un mot qui existe nulle part, à ma connaissance. Les nuances dans les acceptions, vous entendrez le verbe dire de très nombreuses fois qui ne signifie pas du tout dire, mais qui signifie penser, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et nous n'oserions pas, je n'oserais pas écrire le verbe dire pour penser. Euh, il pense qu'il va aller à la pêche, il dit qu'il va aller à la pêche, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, il y a ces nuances d'acception. Les failles des collectages, puisque je vous parlais des lexiques, puisqu'ils étaient la plupart du temps basés sur des questionnaires préétablis, normés, ce qui est tout à fait normal. Je ne remets pas en cause la démarche scientifique des sciences humaines. Mais à partir du moment où on dit à quelqu'un comment vous dites une chaise, la première réponse qu'il va dire, il va dire une chaise. Ça, je dis, c'est logique. Et la deuxième, il dira une cahiel. Et éventuellement, il dira une chiel ou une cahière. Mais et
il va pas la mettre dans le contexte, donc il va retravailler, reformuler à l'oral ce qui va faire l'objet des enquêtes linguistiques des années 40, 50, peut-être même déjà dès le 19e siècle. Quand je parle de transcription, je parle en transcription avec des lettres de l'alphabet, des lettres du clavier d'ordinateur ou de machine à écrire. Je ne parle pas de retranscription phonétique. Je ne la maîtrise pas. Et bien peu de gens lisent le Picard exclusivement en écriture phonétique, quel que soit le mode de phonétique. Euh, et puis chez ces personnes-là, il m'a semblé, là en préparant, qu'ils avaient probablement tous les quatre le désir de transmettre leur culture. Et donc de peut-être un désir inconscient, mais ce sont des gens de la terre, ce sont des gens de village, ce sont des gens qui parlaient très bien français, qui savaient s'exprimer en français et qui savaient se faire comprendre en français, mais qui savaient très bien parler en picard, qui pensaient généralement en picard avant de penser en français et qui se démenaient comme des véritables bilingues, des bilingues naturels, natifs, pas des bilingues de retravail. Ce sont des personnages plus ou moins connus, hormis mon grand-père. Moi, je l'ai bien connu, mais il n'a pas passé à la radio, à la télé ou dans des journaux, dans des interviews, rencontré par des journalistes et pour certains, deux d'entre eux, qui ont publié du Picard. Voilà. Donc, c'est mon esprit dans lequel je fais cette masterclass en espérant vous faire partager, non pas cette fois-ci mon enthousiasme, mais un grand nombre de mes interrogations. Alors, on va commencer avec mon grand-père. Et je pense que l'exercice vaut d'être tenté. Euh, je vais vous donner quelques éléments, mais l'exercice, ça va être en fait de vous faire écouter un enregistrement que je vais vous présenter avant, sans en avoir la transcription. Que je l'ai retranscrit, après, on le regardera une fois retranscrit. Et je ne vous dis pas trop de quoi ça parle. Simplement vous dire que mon grand-père Albert Lyon était né à Hercourt, donc en 1890. Hein, il a fait la guerre 14. Il était l'avant-dernier d'une fratrie de 8 enfants. J'ai connu la plupart de ses frères et sœurs. Euh, et il est marié à ma grand-mère, Lucienne, Lucienne Poussin. Ça est important que je vous dise ça parce que ça, on va en entendre parler, qui, elle, est née en 1896 à Berny-sur-Noix, à côté d'Ailly-sur-Noix. Donc, j'ai un grand-père maternel qui est du Vimeux et puis une grand-mère maternelle qui est du Sud-Amiénois, hein, le pays de Louis Servat, voilà, dont on a déjà parlé. Et donc, mes grands-parents auront 4 enfants, mais enfin, pour bien n'a pas vécu, donc ils ont élevé 3 enfants. Voilà. Euh, L'enregistrement, il remonte à 1974 ou 1975. On sait que c'est au mois de juillet, mais on ne sait plus quelle année, c'est effacé sur la cassette. C'est peu de temps avant le décès de mon grand-père. Il va mourir en novembre 1975. Nous sommes chez les grands-parents à Abbeville. Ils habitaient à Abbeville quand ils ont été mariés. Et donc, on est chez eux, rue de la Plume, à Abbeville. Il y a mon frère qui est là, qui est adolescent, avec une voix très haut perchée, qui n'a pas encore mué. Et moi qui suis là également et qui ai amené un magnétophone. C'était un exploit d'avoir un magnétophone à ce moment-là. Ma mère s'en servait parce qu'elle était institutrice, elle s'en servait en classe. Enfin, c'était à nous, à la famille, mais elle s'en servait en classe. Donc, on est dans un contexte familial. Euh, les, les deux grands-parents, enfin, te dire, on s'aimait beaucoup. On était très proches, hein, on était très proches. Pas géographiquement, on allait souvent chez les uns, chez les autres, tout ça. Et donc les grands-parents, ils étaient absolument heureux, d'une part, donc si on est en 1975, hein, mon grand-père va avoir 85 ans, d'avoir plus de 80 ans, c'était un exploit. C'était, voilà, donc de vieillir et de voir leurs petits-enfants qui vont bientôt passer le baccalauréat, des choses comme ça. Donc c'est une proximité. Mon frère est très, très proche de ce grand-père. Qui lui passe la passion du jardinage, des oiseaux, etc. Donc ils sont allés dans le jardin tous les deux. Et puis, donc là, on rentre dans la maison et mon grand-père revient un petit peu fatigué. Et puis, ma grand-mère est là, qui doit être en train de préparer des tartines de pain beurré avec du chocolat dessus. C'était le classique de l'époque et chez elle. Et puis, mon grand-père, il a passé toute sa vie que je l'ai connu, son temps à taquiner ma grand-mère. C'était vraiment ça pourrait presque être agaçant, hein, j'en sais rien, je n'étais pas ma grand-mère, mais bon, c'était le plaisir, c'était de la taquiner. Et donc,
On n'était pas là quand ils étaient que tous les deux. Je ne sais pas comment ça se passait. Et puis, ben, il va à nouveau dire que ce qu'il nous a dit un nombre de fois incalculable, comme dans toutes les familles, ça n'a rien de bien extraordinaire, mais que lui, c'était un lion et qui s'est marié avec un petit poussin. Voilà. Et donc ça, on l'a entendu plus de fois que je ne pourrais vous le répéter ce soir. Et donc, il va dire ça une fois. Et que le magnétophone tourne, il va le dire. Donc, on en a non seulement le souvenir, tout le monde dans la famille, mais en plus, on en a la preuve. Et puis, bon, bah, je vous ai dit, il est fatigué, 85 ans, enfin 84, il va bientôt décéder, ça, il ne le sait pas, parce qu'il est en pleine forme physique. Hein, bon. Et puis, il a une angoisse de la mort. Il va expliquer pourquoi. Et puis, c'est quelque chose qui doit revenir souvent dans leur conversation. Il y a une différence d'âge hein, entre ma grand-mère et lui de 6 ans, hein, c'est quand même pas tout à fait négligeable. Et donc, ben, il la taquine sur le fait que lui, il a passé les 80 ans et que elle, ben, on ne sait pas encore. Voilà, je vous ai donné le contexte. Donc, vous prenez ça comme si c'était vos grands-parents ou des amis proches. Et puis, on ne cherche pas à voir la chamaillerie, je ne sais pas comment le dire, la petite bisbille qu'il peut y avoir, là, comme ça. Vous cherchez simplement à écouter, à vous concentrer, puis essayer de comprendre ce qu'il raconte. Et moi, je vais vous dire, dans cet enregistrement-là, pour moi, avant, mon grand-père parle français, ma grand-mère parle français. Ces grands-parents-là, quand ils voulaient me parler picard, ils me disaient, en picard, on dit un glen, on dit un chuc, on dit, je sais pas moi, un poirion. Voilà. Et quand ils parlaient, ben, ils parlaient comme ça. Voilà. D'accord? On essaye l'exercice. Alors là, c'est là toujours la première fois, c'est toujours catastrophique. C'est très bref, hein, hop, c'est très bref, ça dure 55 secondes, hein, donc une petite minute. Et puis je vais vous partager partager l'audio, voilà. Hop, Je comprends de voir, parce que moi, j'étais à Lyon, à étant jeune, comme on dit. Parce que je suis à Lyon diminué. D'ailleurs, c'est toi un méchant poussin. On dit parce que c'est dans les grosses poules, Ouais. dans les éleveurs. Faut pas dire, rectifier, puis c'est bien les breuves, tout, c'est comme il faut passer qu'à la rôle de visiter comme ça. Elle se plaignait toujours avant. Tant ne se plaint plus jamais, ça. Elle a passé de. Je me plaindrais qu'il n'y en ait pas de plus. Croyez qu'elle s'en irait, en plus, c'est la tomate pour 75 ans. Oh, toi, tu fais toujours des... Elle s'est dit, il Tu dit, on portes peut plus toujours loin. tout un tas de choses. Chaque fois qu'elle me disait, viens pas rester moi. Mais oui, puis pour On va pas maintenant. rester moi. Et toi, tu ne fais que le dire tous les jours. Oui, j'ai passé 80 ans. Bon, on a un peu, parce que mère a été morte à 75 ans. Bon, on a un peu. Je ne tu portes toujours des choses. Oui, c'est mes filles et mes parents sont morts tous les deux à 63 ans. Ma père est bien. ça va, vous avez entendu? Olivier, tu peux ouvrir les micros, ça peut être intéressant qu'on échange si quelqu'un lève la main, on va pas se marcher les uns sur les autres. Ils savent très bien les ouvrir eux-mêmes, je pense. Bon. Euh, bon, globalement, est-ce que vous avez saisi de quoi il parle? Bon, je vous avais bien mis sur la piste, hein, mais Oui, est-ce que vous avez tout compris? Non, tout non. Bon, j'ai mieux on va compris la fin que le début. Hmm. t'as mieux compris la fin que le début. Alors, le début, pourtant, je vous avais tout raconté, c'est l'histoire Ouais. du lion qui a mangé. Alors, elle, chez toi, qu'un méchant poussin. Hein, donc, méchant. Moi, méchant, pour moi, c'est un mot picard, c'est un mot français. C'est voilà, méchant, ça peut être maouais, mais voilà, un méchant poussin, c'est un petit poussin, voilà. Chez toi, c'est son picard. C'est toi. Mon grand-père, là, parle français. Je répète, hein, il parle français. C'est-à-dire que moi, le Picard, il a percolé dans ma cervelle et puis dans celle de mon frère, comme ça, sans chercher. Hein, voilà, donc voilà. Et puis, il dit, c'est une grosse poule. Hein, une grosse poule. Donc, c'est pas une glaine, c'est une petite glaine. C'est presque une poulette. Donc, chez lui, c'est une poule. Ils élevaient des poules. Hein. Voilà. On va regarder et vous allez voir, je vais vous le repasser et vous allez entendre, peut-être j'arrêterai même sur certains mots de vocabulaire. Je comprends de voir, parce que moi, j'étais à Lyon, à étant Ah jeune, oui, comme on dit. stop. Le Je voulais prétexte. attendez, je voulais partager l'écran, le texte, bien sûr. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Je comprends de voir, parce que moi, j'étais à Lyon, à étant jeune, comme on dit. Parce que je suis à Lyon diminué. D'ailleurs, c'est toi un méchant poussin.
On dit parce que c'est des grosses poules Ouais. dans les éleveurs. Vous voyez, euh, Mm. acheteur, acheteur qui arrive, mon grand-père ne devait probablement pas souvent dire maintenant. Acheteur, c'était tout le temps. Et elle est valeureuse. Hein. Valeureuse, c'est pas le mot de tous les jours. Hein. Valeureuse, c'est être en bonne santé. Hein. Donc, je dis, voilà, c'est pas seulement avoir de la valeur, si on voulait chercher de l'étymologie. Donc, elle est valeureuse. Bon, et vous allez voir, donc là, ma grand-mère, elle est derrière, je vous ai dit, donc elle doit être en bras de chemise, et puis elle est en train de faire des crêpes ou quelque chose de cet acabit-là. Euh, alors, je vous repartage. Ah, c'est un sport pas possible. Quasi. Parce qu'il fait, puis c'est bien que les bras, alors, tout ça, comme chose, passer qu'à la loro viste comme ça. Elle se plaignait toujours avant. Toi, tu ne te plains plus jamais, je Elle a passé de. Bon. Donc, là, c'est bec et les brecaleux. Mais on le dit tout le temps dans la famille, ça. Bec et les brecaleux. C'est-à-dire, bon, voilà, elle est costaud, quoi. Elle a Oui. pas de à se plaignout toujours. Donc, on a toujours ces conjugaisons à la mode du vimeux. Il y a une différence entre Hercourt et Bouillancourt. Hein. Bouillancourt, ça sera se plaignoer. Lui, c'est se plaignout. C'est vraiment le picard du vimeux presque central. Un de ses plaint plus jamais acheteur. Il y a acheteur qui revient. Elle a passé deux. Et puis là, ma grand-mère, elle va le couper. Alors. Donc, je me plaindrais qu'il n'y en ait pas de plus. Croyez que ça m'irait, on va plus se mettre à tomber pour ce votre casant. Oh, toi, tu te fais toujours des... À se dire, il Tu dit, portes on va toujours voir. tout un tas de choses. Chaque fois qu'elle me disait, viens pas rester très molle. Mais oui, puis pour Viens pas maintenant. rester très molle. Et toi, tu fais que le dire tous les jours. Bon, donc là, ma grand-mère, elle apprécie pas qu'on parle de sa maman qui est morte à 75 ans. Et puis, qu'est-ce qu'elle répond? Tu penses toujours un tas de choses. Mm. C'est du français, hein. Mm. Sauf que ma grand-mère ne savait pas exprimer une femme enceinte, elle est comme ça. Elle était couturière de métier. Donc, elle a fait des robes pour femmes enceintes, tout ça. La poitrine, les seins de la femme, c'est les gorges. Donc, c'est toujours. Donc là, tu penses toujours un tas de choses, ça signifie que tu fais des raisonnements qui Mm. vont au-delà de ce qui est admissible dans la pensée. Voilà. Tu penses toujours un tas de choses. Voilà. Et donc, on ne sait pas quoi. Il y a un non-dit. Et ça, dans le Picard, dans le non-dit, dans le suggéré. Alors, il y a aussi dans le geste, ça, Jean Leclerc, je vous en ai parlé il y a 2 mois, était très fort pour avoir analysé ça, dans le geste, mais il y a aussi dans le non-dit, dans le suggéré de la phrase, y compris en français. Bon. Donc, bah, il y a longtemps que je serais morte, voilà. Et toi, tu dis ça tous les jours, donc là, on peut imaginer que quand on n'est pas là, la même chose continue. Et puis, donc, bah, ça va se terminer. Donc, là, on a vu l'essentiel. Euh, hop. Oui, c'est passé 80 ans. Mon un peu, parce que mère a été morte à 75 ans. Mon un peu. Je ne suis pas de toujours des choses. Oui, c'est mes fils et mes parents sont morts tous les deux à 63 ans. Ma père et puis ma mère. Voilà, donc on a à la même phrase qui revient, tu penses toujours des choses. C'est formidable de penser des choses. Réfléchissez à ce que les mots veulent dire. Hein. Pensez une chose. Hein, voilà. Donc on peut penser une idée à la limite, mais une chose, c'est un objet. Hein, presque. Bon, voilà. Et puis donc, bah, tout ça, parce que ma mère, elle est morte, moi je devrais être mort. Mon grand-père a jamais souhaité être veuf. Hein. Je veux dire, là, pour le coup, non, non. Et puis ma grand-mère lui a survécu, elle a vécu jusqu'à 90 ans. Donc voilà. Donc vous voyez, ce type de conversation fugace d'une fin d'après-midi, euh, c'était une grande partie de mon enfance familiale. Et bah, moi, dans le souvenir, il parlait français. Hein. Je répète, hein, j'insiste. Voilà. On va pas aller plus loin avec mon grand-père. Et puis Lucienne, grand-mère Lucienne. On va aller à Oremo. Euh, et donc à Oremo, on va rencontrer Ernest Pascal. Alors Ernest Pascal a été approché par plusieurs journalistes de la télé ou de la radio du début des années 80, en particulier par
Patrice Thédy-Colleuil, qui était également de la région d'Oremo, qui est décédé maintenant comme journaliste. Et Patrice Thédy-Colleuil a fait plusieurs émissions avec Ernest et Antoinette, et c'était le titre des émissions, sur Radio France Picardie. Ernest Pascal était né en 1894 et sa femme, donc Antoinette Macré, qui elle est d'Oremo, née en 1897. Je les ai connus, surtout Ernest. Je l'ai bien connu, surtout quand il était veuf. Je suis même allé chez eux parce qu'il se trouve que on était de famille. J'ai par ma grand-mère qu'on vient d'entendre, j'ai des ascendances Boulefroid et eux également. Et donc, je suis aussi de famille avec Philippe Boulefroid, un chanteur. Et donc, à un autre degré, il faut remonter à Louis-Philippe, mais bon, peu importe, on a des ascendants communs. Et donc, Ernest Pascal était invité à la table, il était quasiment d'âge avec mon grand-père, il était d'âge avec d'autres de Saint-en-Amiénois, on avait toujours de la famille à Saint-en-Amiénois, et donc, moi j'ai connu ces gens-là, et que ces gens-là parlaient, ces hommes-là, quand les femmes faisaient la vaisselle, on est dans un schéma bien classique, donc, quand les femmes faisaient la vaisselle, les hommes restaient à table, notamment les anciens, ceux qui avaient fait la guerre 14, et ils parlaient entre eux. Et quand ils parlaient entre eux, moi, gamin, je comprenais rien. Voilà. Mais j'apprenais des mots. C'est comme ça que j'ai appris, j'en suis certain, le mot grand-main, parce qu'il disait grand-main. Voilà. Et donc, je ne sais pas ce que ça voulait dire, grand-main. Moi, c'était pas dans les rédactions à l'école, c'est pas tiré de Pagnol, ça, hein, donc je ne savais pas. Donc voilà. Et donc, j'ai donc un enregistrement d'Ernest Pascal qui est avec Patrice Thédy-Colleuil. Et Patrice lui demande comment ils sont connus avec Antoinette. Donc, je fais le même exercice que tout à l'heure. Je vais vous partager le son sans que vous voyez. Donc, c'est Patrice Thédy-Colleuil qui pose la question et puis il y a une conversation comme ça. Alors comme ça, vous l'avez rencontré au bal de Sainte-Catherine. Oui, j'étais au bal de Sainte-Catherine et je l'ai vu danser. Puis le dimanche d'après, il y a repris le bal, parce qu'on faisait le bal tous les dimanches. Hein. J'ai trouvé un fourneau qui nous. Et le grand bal, Sainte-Catherine, j'ai trouvé des musiciens. Mais après le dimanche, j'ai trouvé un fourneau qui marchait dans l'après-midi pour aller au bal après-midi, au lieu d'aller rouler ailleurs. Ben, je disais, tiens, c'est la jeunesse, elle va jouer au bal. Donc, puis, dans la salle, puis, Des cafés. des cafés. Et puis, quand j'arrive à l'autre, j'ai tombé debout une dizaine de jeunes hommes, peut-être plus. Puis, j'ai fait des prestations sur des bancs. Puis, ah ben, je dis, tiens, je vais voir le chef Antoinette pour danser. Puis, j'étais sorti. Dimanche d'après, j'avais repris le sorti. Et puis, quand j'avais fini de danser, là, t'en as aussi le banc, puis je m'en allais. Et vous, avec votre camarade, que au bout de quelques temps, à des. Mais tu vaut mieux rester l'autre bout, puis le carnet t'asseoir à côté de moi, puis je t'ai m'asseoir à côté d'elle. Au soir, je l'ai conduit à la sport. Puis après, je disais, ben, quand est-ce que vous verrez, ben, quand tu voudras, demain, à telle heure. Puis c'est comme ça qu'il est, qu'on s'est fréquenté. C'est drôle, hein? Ouais, c'est drôle. Ça passe mieux là pour comprendre ou c'est... Ouais. Parce que, bon, c'est une génération qui roule les airs. Oui. On l'a complètement oublié. Il roule les airs de manière très subtile, et même d'autres lettres, hein, même d'autres consonnes. Il roule les airs. Euh, Quand il y a des sons, là on est dans le sud-amiénois, I, alors que c'est décrit par Debris et beaucoup d'autres plutôt dans l'Est amiénois. On l'a vu avec Quérieux l'autre coup, la fois dernière avec Michel Fouquet ou avec Alphonse Pasquier. Les I sont nasalisés et écrits en 1. Alphonse Pasquier l'écrit Srizin Gaïen. Et bien là, on a des I qui deviennent quasiment des 1. Et on va l'avoir aussi, c'est chez Antoinette Gilbert. Euh, Catherine, ça devient Kathleen, si on écoute bien. Sauf que si on écrit Kathleen, c'est pas un L, c'est une lettre entre deux. Et il y a énormément de consonnes qui sont quasiment avalées, surtout en début de mot et en fin de mot, moins dans le milieu des mots. On va refaire le même exercice
avec donc la lecture, la transcription que j'ai faite, hein, donc dans une graphie moderne, récente en tout cas, de ce passage de conversation. Il y a plusieurs quarts d'heure de conversation. J'ai choisi un petit moment. Il y a pas un vocabulaire extrêmement pesant. À comprendre, c'est plus dans les accents. J'avais quelque chose où il parlait plus de l'agriculture, du seigle et tout ça, et c'était assez compliqué sur l'agriculture. Je dis non, c'est pas le but de la soirée. Et donc, bah, vous allez pouvoir regarder ça, et le lire et puis l'entendre. Et puis, bon, j'ai pas mis trop des accords avec des participes passés, tout ça. Je cherchais de rester assez simple pour qu'on soit à la lecture. On refait l'exercice. Je vais remettre à zéro. Ah oui, je vous partage la page, ce sera quand même un peu mieux avec. Donc, Ernest Pascal, je vous l'ai dit, 1894, hein, il a vécu 90 ans. Alors comme ça, vous l'avez rencontré au bal de Sainte-Catherine. Oui, j'étais au bal de Sainte-Catherine et que je l'ai fait danser. Puis le dimanche d'après, il y a eu le bal, parce qu'on fait jouer le bal tous les dimanches. Hein. Jean-Luc, tu as oublié de partager ton écran. Et le grand bal, Sainte-Catherine, j'ai trouvé des musiques. Coupera au montage. Voilà, Ernest Pascal. Alors comme ça, vous l'avez rencontré au bal de Sainte-Catherine. Oui, j'étais au bal de Sainte-Catherine et que je l'ai fait danser. Puis le dimanche d'après, il y a eu le bal, parce qu'on fait jouer le bal tous les dimanches. Hein. Chez toi, un fourneau qui nous. Et ce grand bal, Sainte-Catherine, j'ai trouvé des musiciens. Mais après le dimanche, chez toi, un fourneau qui marche dans l'après-midi, puis j'allais au bal l'après-midi, au lieu d'aller rouler ailleurs. Ben, on dit, oh, tiens, de la jeunesse, elle a roué au bal, dans la salle, puis Des cafés. des cafés. Et puis quand j'arrive, voilà, on dit, on met debout une dizaine de jeunes hommes, peut-être plus. Puis j'ai fait des toitations sur des bancs. Puis, ah ben je dis, tiens, je m'en vais le chercher Antoinette pour danser. Puis je te le cherchais. Dimanche d'après, j'allais au coin le chercher. Et puis quand j'avais fini de danser, là, ça n'allait sur le banc, puis moi, je m'en allais. Et debout avec les autres camarades. Puis au bout de quelques temps, elle dit, mais tu ne vas mieux rester à l'autre bout, elle dit, tu n'as qu'à venir t'asseoir à côté de moi. Puis je te m'asseoir à côté d'elle. Au soir, je leur conduis à sport. Puis après, je dis, ben, quand est-ce qu'on se verra? Ben, quand tu voudras, elle dit, demain à telle heure. Puis c'est comme ça que c'est venu, qu'on s'est fréquenté. C'est drôle, hein? Ça va mieux en lisant? Eh bien, pourtant, Oui. forcément, mais j'ai hésité. Il fallait mettre tchèque ou tchuk. Je sais pas, j'ai pas l'oreille assez fine pour savoir. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Il le prononce pas de la même manière que Albi. C'est à côté de moi. Et je ne sais pas l'écrire. Je ne sais pas, je peux pas. L'écriture, elle va trahir toutes ces nuances-là. Alors, on va me dire en français, c'est la même chose, en anglais, c'est la même chose, l'anglais, l'américain, il y a des nuances, voilà, bon, il y a des choses qui peuvent s'inscrire différemment. On prononce pareil color et color des deux côtés, puis en anglais, on met un U, puis en américain, on n'en met pas. Et en français, on prononce pas pareil tout le temps les mots, il y a des situations dans lesquelles on va et indépendamment des accents régionaux, il y a des situations dans lesquelles on ne va pas prononcer, euh, je sais pas, moi, 5 ans, et puis on ne prononce pas pareil que 5 minutes. Hein, voilà. Donc, et puis on met un Q à chaque fois. Donc, là, ce que je veux vous faire entendre, en fait, c'est ces sonorités-là. Il y a une fois, il y a Catherine, il y a une fois, il y a Kathleen. C'est assez net. Il y a des mots qu'on ne saisit pas, le phono, tout ça. Bon, j'ai passé un bon moment à retranscrire tout ça. J'ai vraiment essayé d'être au plus finement proche de ce qui avait été dit. Et puis, vous aurez donc, avec cette page-là sur Oremo, vous aurez le lien avec le magazine qui est en accès sur le site de l'INA, le magazine télé qui remonte à 1992, donc peu de temps après le décès d'Ernest Pascal, et donc dans lequel on entend un peu la voix d'Ernest, on voit la photo de leur maison, là, que vous avez peut-être aperçu sur l'écran partagé, et puis on voit quelqu'un d'Oremo, donc d'il y a 30 ans, qui dit, bon, c'était le dernier à parler de Picard du village.
Voilà. Mm. Et en fait, on parle toujours picard dans ce secteur-là, mais plus du tout, avec cette prononciation et avec Mm. aussi cette acception, parce que vous ne l'avez peut-être pas fait attention en passant, parce que je vous demande beaucoup de mobilisation de neurones, mais il y a un moment, il dit le verbe dire pour dire elle dit, donc elle prononce, et je dis, je vais aller dans, il prononce, enfin, il écrit, enfin, non, il dit, bon, il prononce devant le micro. Ah, ben, je dis, tiens, va aller chercher Antoinette. Ben, il dit pas, là. C'est je pense. Il n'a pas dit, tiens, je vais aller chercher Antoinette. Non, non, il ne le dit pas, il le pense. Et vous allez voir, chez Antoinette, pas Antoinette, chez Casilda Wilbert, c'est encore plus fréquent. Donc, vous aurez ça. Je vous incite à aller sur le site de l'INA pour vous rendre compte. Vous verrez Laurent Delaby, vous verrez un tas de gens. C'est un magazine qui avait été fait avec les archives de Patrice Teddy Colleuil à FR3 Picardie Télé à ce moment-là. Voilà, j'ai pas de photos d'Ernest Pascal. J'aurais peut-être dans des photos de famille, mais vraiment, ou une photo de mariage des années 70, c'est pas impossible, mais je n'en ai pas retrouvé. Bon, on va continuer avec le plus jeune de la série, Léopold de Vim. Alors Léopold de Vim, alors lui, je l'ai très très bien connu, Anne également, mais bon, très bien connu. Léopold, c'était un personnage et je l'ai choisi non seulement parce que je voulais en parler une fois, au moins, mais également parce qu'il est né en 1912 et ma grand-mère paternelle, cette fois-ci, était née également en 1912. C'est ce qui a fait couler le Titanic. Ces deux naissances-là sont venues à bout du Titanic. Non, non, mais ça, on l'a déjà dit à Léopold. Alors, donc, vous avez la page, vous voyez, que vous aurez avec sa biographie. Donc, Léopold de Vim, donc j'ai toujours appelé Léopold, que j'ai accompagné puisqu'il a fini ses jours dans l'hôpital où je travaillais, dans l'EHPAD. Et donc, on se voyait très fréquemment. C'était un régal de Picard. Mais un régal de pensée en Picard, parce il a reçu une fois un assureur parce qu'il avait eu des dégâts chez lui, dans sa ferme. Et puis, bah, l'assureur est arrivé avec son attaché-caisse. Quand il a vu arriver ça, là, il a sorti son plus grand Picard pour ne pas être compris. Et l'autre, il n'a rien compris. Il a fini qu'il a signé les papiers. Donc, il savait utiliser la langue, comme on peut le faire quand on maîtrise de langue. Quand on parle anglais et qu'on va en Angleterre, si on parle français, on est tranquille. Les Anglais ne comprennent pas. Là, je reviens de Saint-Valery, j'ai entendu des Anglais. J'ai beau être assez bien anglophone, je ne suis pas tout saisi d'une conversation prise au débeauté. Donc Léopold est le dernier de quatre enfants. Il aura avec sa femme Edith Gallet, pour laquelle il avait une admiration sans borne, parce elle était plus cultivée que lui, c'est-à-dire qu'elle avait des diplômes, que ben, lui est resté un enfant de la terre. Donc ils auront quatre enfants ensemble. Il y en a un qui est décédé récemment. Les enregistrements, donc j'en ai fait beaucoup pour Radio France Picardie, où j'ai travaillé pendant quelques années. Et donc, bah, c'est issu de ces enregistrements-là. Et puis donc Léopold, on a eu la chance, il est mort plus que centenaire. Il est mort à 102 ans presque. Et donc, Léopold, pour son anniversaire de ses 100 ans, on lui a offert, les Picardisans lui ont offert la publication d'un livre qu'on a appelé Chintan. Vous avez aperçu la couverture. Donc il est auteur. Il commence à écrire en Picard et à être publié dès le numéro 9 de Schlancheron. Ça nous ramène à 1982, quoi, à peu près, vous voyez. Et puis, il écrit également dans la revue cantonale du canton de Moyenneville, qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Le Grand Pot-au-Fût, avec qui causait dedans. Et puis, il y a donc un autre petit volume qui est là, qui s'appelle L'affaire Léopold, qui lui a été offert par des amis au moment de son centenaire. Et ça, c'est le livre que les Picardisans ont publié avec des textes d'hommage. Mais il vaut mieux avoir des hommages de son vivant et puis des textes inédits de Léopold. Et donc, après ce grand pot-au-fût, il y a eu. Donc, le grand pot-au-fût est là. Et puis là, ici, alors main droite, c'est là, c'est celle-là. Voilà, ce grand pot-au-fût avec Léopold. Donc, ils lui ont dit au revoir. Et donc, il y a une vingtaine d'années maintenant. Enfin, non, une dizaine d'années. Et puis là, c'est Scholl-Marmite. C'est un autre journal cantonal qui avait aussi, cette fois-ci, Edith Amianet. Vous voyez. Donc, c'est pas quelqu'un du tout d'inconnu. Il était musicien. Vous l'avez vu sur la première photo avec
un accordéon, animateur de bal, très à l'ancienne mode, des choses qu'on ne voit plus, presque un homme orchestre. Il chantait, il avait son accordéon diatonique, et puis il avait des grelots à ses pieds. Je voudrais bien savoir ce qu'ils sont devenus. Et puis il battait la mesure, et puis il faisait des bals, il les animait seul. Hein. Il pouvait le faire aussi avec un jazz. Un jazz, c'est un mot qui vient de jazz, bien sûr, mais qui est une batterie, un tambour avec une cymbale comme ça, et puis éventuellement quelqu'un qui joue d'un autre instrument qui peut être un instrument avant. Et donc, tout ce contexte-là était quelqu'un, Léopold, de très liant, très social. Et puis, ben, il a né en 1912. Il a échappé à la Première Guerre, mais bon, il a été mobilisé à la Deuxième. Mais donc, il a vécu dans les années 20 des années d'expansion, et d'expansion dans tous les points de vue, de petit cultivateur, un pied ménager, comme il disait, et donc qui a vu aussi l'arrivée de lois sociales, le travail des femmes qui est devenu moins pénible, ne serait-ce que par la machine à laver, l'arrivée de la radio, et puis, bien entendu, ses enfants, et puis sa vie de famille. C'est quelqu'un qui était très content de fréquenter en particulier le monde des Picardisans, parce que c'était un monde qui l'accueillait, lui qui se voyait probablement tout au long de sa vie comme un humble cultivateur, était reconnu par des gens qui l'admiraient parce qu'ils avaient un statut social ou bien une formation intellectuelle qu'il estimait, lui, supérieure à la sienne. C'est pas, j'ai jamais estimé comme ça Léopold. Pour moi, c'était un plaisir de conversation. C'est quelqu'un que j'allais voir pour avoir des renseignements, pour avoir des certitudes sur des prononciations. Est-ce qu'on dit de la menthe ou de la menthe? Voilà, hein, des choses comme ça, des nuances. Donc, il fallait amener les choses doucettement, pas lui demander, vous buvez du thé à la menthe, Léopold, comment vous diriez ça en Picard? Là, c'est mort, hein, c'est pas la peine. Mais donc, cette approche-là, on était le voir en particulier pour la traduction de Tintin en Picard, pour un certain nombre de détails du genre de ce que je viens de vous donner comme exemple. Et puis, ben, les gens de la radio, surtout de la télé, mais radio, je pense à Laurent Devime, télé, Sabine et Bernard Godard qui allaient le voir parce que c'était une personne ressource qui connaissait l'environnement, l'univers des animaux, des oiseaux, les sons, les couleurs, les mots des couleurs. Vous aurez un lien que je vous incite à aller voir sur YouTube d'un reportage de Sabine et Bernard Godard dans lequel ils parlent justement de l'aube, de l'aurore, et puis et Sabine Godard donne tout le vocabulaire sur les couleurs qui varient avec des verbes comme gansir, des verbes comme ça, souérir, qui sont nulle part, quasiment nulle part. À titre personnel, j'ai fait un lexique du vocabulaire de Léopold de Vime qui serait à saisir et à imprimer, mais je n'ai pas fini de collecter. Et même encore le jour de ses 100 ans, il nous a appris un mot, quoi. J'étais dans une conversation au débeauté. Donc vous verrez ces choses-là, et vous pourrez aller un peu plus loin que ce que je vous raconte là. Et donc on va commencer par écouter Léopold dans un texte que je n'ai pas retranscrit. Comme ça, vous êtes dans le village avec lui et vous allez ben, chercher à comprendre de quoi il parle. C'est un petit peu ce que je vous ai dit là, mais avec l'accent à Léopold. Allora, presa a sto frattempo pure la stazione e tutti gli usciti paschi se voi a Zotu a Cholo, tu da Cholo. Au souhait, tu vois tous les autos de la route nationale passer là. La route du Tréport. Oui, la route du Tréport, c'est localement sur la route du Tréport. La sortie de Niémet. C'est un oui, c'est où. Putain, c'est sur le Cabron. Oui, là, parce qu'il, bah oui, on connaît. Mais là, on a remis des peuples, des catégories, on s'est voyé le couleur, et puis tout. Ah oui. Puis au souhait, tu vois toucher les lumières. Mais c'est un peu très dangereux, là. Vous êtes au véhicule? Oui, tout le temps, entendu, puis je suis marié. Il y a 39, il y a 50 ans. Tout reste à Boyacoum, mais tout l'autre côté. Ben, je dois où tu vois là-bas. Mais le film, elle est venue au monde, là. Puis tous mes enfants sont venus au monde, là. Il a tout le temps resté là, tout le temps, tout le temps. Oui, je suis toujours ferme. Oui, c'est mon ferme. Tu vas faire, au point de vue de l'exploitation, on va avoir une trentaine d'hectares, quoi. On fait un peu de fait familial, quoi. On fait on travaille en famille, quoi. Et puis, on travaille quand même en Ulmé, hein. On, D'abord, quand on monte machin, on, on remet 400 vaques, d'habiller après le noyau, tu vois, pour avoir vendu un poulet. Mais,
on arrachait tous ces betteraves en main, des doubles en main, on louait ses fins en main, on s'est ramassé en main, on a tout argumenté. Bon, oh, euh, quand arrivait la fin de mai, on a tous à pour le tête de fou à betterave parce qu'il y a un peu de désherbant ces betteraves et tout envahissé et plantant, mourant, pas de plantant, mais marron, mourant, tout, gagné, je sais pas, calvaire, il faut des betteraves. Tandis qu'à nous, on faisait des doupes, mais des herbants, des doupes. Et puis quand... Chez nous, il n'y en a plus. Ah non, il y en a qui la mesure, donc ils font des terrassemés. Oui, parce que chez Ouais. Rennes, ils sont infoués. Et ben, c'est des graines à vie chiantante, des choses. Tu as qu'à terrasser un peu l'eau. Hein? Tu remontes le du fond, mais on les a à peine des coquillacots et des cimes. Et oui, sûr. Une fois, ils ont terrassé chez Bacotal, au-dessus de Moyenneville, il y a 2 ans. On est passé sur tout coquillacots. On n'avait plus d'une pain, et puis des cimes. On n'avait plus d'une pain. Et puis des garnis, on n'en voit plus non plus, mais c'est tout. Je pile comme elle va devant tes garnis. Alors, en botanique, c'est bon, là? Ouais, c'est du sévère, hein? Mais moi, je veux dire, ça, c'est un picard. Bon, là, je l'ai écouté X fois pour préparer. Mais c'est un picard, j'ai pas de mal à le comprendre. Alors, je vais avoir des difficultés sur des ganets. Parce que des ganets, moi, dans mon enfance, je connaissais pas. Voilà, c'était des marguerites des champs. Voilà. Qui se dit aussi des marguerites, hein, il le dit à un autre moment. Et il fait une nuance entre des mahons puis des coquillacots. Moi, c'est des mahons, des coquelicots. Mais le mahon, dans cette génération-là, c'est le coquelicot avant qu'il s'épanouisse, avant qu'il s'épéniche. Et le coquillacot, c'est le coquelicot qui était péni, qui est rouge. Voilà, donc il fait la nuance. Parce qu'il dit que les graines, elles vivent 100 ans dans la terre, mais que si on creuse, je ne sais pas si vous avez compris, mais on creuse un pur, donc on va remonter de la terre, on va remuer la terre, et à ce moment-là, les graines de marron, elles vont donner des coquillacots l'année d'après. Voilà. Et donc il y a toutes ces petites nuances, ces observations-là, et la vitesse d'élocution. Hmm. La vitesse d'élocution. Euh, Hmm. le débit, vous réécouterez, enfin j'espère, vous ferez tout ce que vous voulez, mais moi je vous conseille de réécouter ce passage-là, parce que c'est un... Hmm. Donc on commence par la route du Tréport, on voit passer une voiture, enfin on cause comme ça, et puis ben, on est sur son territoire, sur son terroir, il explique les cultures qu'ils ont fait, donc et on a, par conversation, on arrive aux betteraves, et qu'il fallait dédoubler, qu'il fallait faire tous les travaux qu'il fallait faire à la main. Voilà. Bon, vous réécouterez à l'aune de mes quelques explications. Alors là, je vais vous donner un autre texte qu'il a enregistré. Là, c'est la retranscription de l'enregistrement et qu'il a écrit et qu'il a fait publier dans Grand Pot-au-Feu à un moment donné. Et donc là, il l'avait réécrit. Il a changé le titre. Là, ça s'appelle Héroué peut être pire, c'est ce qu'il dit. Après, ça va s'appeler Défunt Pioiret. Oui, les ouverts aussi. Alors là, enfin, pour moi, ça rigole, ça, mais bon, voilà. Oser ouvrir la bouche quand on parle. Non, à la ville, on parle pincé, bien sûr. Là, on parle comme ça, parce que dans les champs, il faut parler fort. Et puis, voilà. Et puis, c'est une génération qui fait des haies très, très ouverts. Donc, on va écouter Héroué peut être pire. Alors, je ne vais pas prolonger parce que le temps passe. Puis, je veux qu'on passe beaucoup de temps avec Casilda également. Donc, on va l'écouter en même temps. Je vous partage l'écran. Et puis, comme ça, vous aurez je fais attention de ne pas me tromper dans ce que je vous transmets là. Voilà, je partage et on écoute. Héroué peut être pire. Donc, c'est un montage qui avait été fait pour la radio. Donc, il y a des coupures de blanc. C'est pas des coupures que j'ai fait là, mais je n'ai plus d'autres originales. C'était pas du numérique à ce moment-là, c'était de la bande. On prend ce qui existe comme témoignage. Héroe peut être pire. Oui, héroe peut être pire. C'est ce que vous allez vivre à la fin de ma pure récit. Pioiret, chez toi, nos voisins du bout de nos rues. Saint-Nom, chez toi, Désirat, un vieux jeune homme. Il envoie tant d'amis, puis chez toi ainsi, boinsu, et que tout ce village la foi Pioiret. Les ruliettes, ça mettait comme grand-mère à l'époque, il dépouillait qui kerpenter, et de nourrir une vache, un cochon qui graine.
Au bon temps, il était tenu dans l'air journal Katia pour Rachi, vu qu'on lui faisait sans moyen de labour. Chez toi, tout partout commode d'un haut. Il restait dans une vieille maison couverte d'un fur. Pour y entrer, il faut devant un grand seuil. Puis comme pavage, chez toi, d'autres terres battues. Yo, 70 ans, avec 20 frères, on se me souvient la série l'hiver. Comme il nous aimait bien, il est tout content de nous faire une bonne fois dans cette mine. Tous les dimanches au matin, après le messe, aux hommes et tout, il fait ses commissions. Il est moment nous y envoyer d'y aller lui-même. Il a beau tant d'amis, puis il est aussi bon qu'à chaque fois qu'il a le moscabatier, il revenait avec ce cornaille. Il savait nous récompenser. Tous les jours au soir, en sortant d'école, aux hommes à ce maison, boire une tasse de lait camou. Un après-midi, chez toi, il joue de Nodja. Puis où il a beau tant moscabatier avec d'autres de ses amis. À force de bis tout rinchette et puis tout ensemble, il a repris une bonne cuite. Rentré à la maison, il s'aperçoit qu'il a perdu ce clé. Comme un homme seul, il décide pour rentrer et déchaîne pas sur le quart de cafourneau de Saint-Four, quand on voit sur court. Il s'adonne assis sur le cul, enfila ses gants pour chiter glancher, pêche l'éclair. Mais comme il avait une grosse casaque et de lourd, il restait coincé sous ses Achilles. Il essayait de se ravenne, puis qu'il s'enfonçait. Il a donc resté là tout le long des nuits, ses gants pendus d'un scave, avec ses bras qui dépassaient dehors, armés tant étouffés, et s'était remuché par les Kazakhs, sans pouvoir faire un mouvement. Il n'avait plus qu'à atteindre la mort. Comme chez toi un bon serviteur, toujours à l'heure à son travail, le lendemain matin, le châtelain ne le voyant pas arriver, alors dans ta ville, ce qu'il faut bien y avoir. Quand elle est arrivée à chuer des secours, elle entendait aller à cet approchage, puis on voyait deux bras dépasser de sous muraille, sauter termouché par ce Kazakh ramonche-là. Alors tout de suite couru sur du secours, Arthur et Pinésime sont accourus, enfoncés aux portes, descendu un des cafourneaux, pendant qu'Arthur, lui, il poussait ses gammes, Nésim dehors, il tirait tout le chemin. Puis ils sont arrivés à déhaler de ce mauvaise posture. Il était temps, il l'avait capable. Puis il était tout bleu en mi-temps concessionnaire. Après l'avoir bien frictionné, puis donné un peu de goutte, il est revenu à lui, puis il trouva l'usage de la parole. Tu nous as fait peur, qui dit Nésim, et que tu fais un kerpin en nos médecins voyants. Ben, je sais pas la première fois qu'il répond, Pio. C'est parce que j'ai oublié de retirer une casaque. Si c'était pas la première fois, il aurait bien fait sur d'arène, si je chatan n'aurait pas tombé, il aurait pas être pire. 3 jours plus tard, Pio, il reprendra son travail à Chkatieu. En émicroyable, je coyache, et puis endurant un homme seul. Tout, je n'ai plus que du passé, mais tout, je conserverai un bon souvenir de défunt Pio Ira. C'est de la matière, hein. Enfin, je, je le vois comme ça. Euh, bon, au-delà de l'histoire, voilà, c'est une autre époque, c'est de l'alcoolisme. Bon, voilà. Au-delà pour moi, le fond aujourd'hui, c'est pas l'histoire, c'est la langue. Euh, il dit châtelaine, pourrait dire Catelaine. Moi, si j'écrivais une châtelaine, j'écrirais un Catelaine, on dit un Catieux, Catelin, un Catieux. Voilà, ça existe en plus, Catelin. Même des marques d'engins qui s'appellent Catelin. Bon, il dit une châtelaine. C'est une marque de respect, voilà, de déférence. On doit un temps de travail à la châtelaine, puisque on lui rend en fait, le labour des terres, qui a été facilité par la mécanique prêtée, ou le temps de travail prêté par le châtelain, la châtelaine du village en l'occurrence. Euh, Quand il dit à la fin, avec Mac Tafou est un Kerpin, euh, Kerpin, c'est du bruit, c'est du désordre, c'est un désordre bruyant. Là, il n'est pas question de désordre bruyant, c'est comment que tu t'es mis dans cette situation très difficile où tu es rentré d'un éclaireur de cave. Moi, un éclaireur de cave, je ne sais pas le dire autrement. Alors, il paraît que j'ai cherché, ça doit être un soupirail, je crois. Mais, moi, un éclair au-dessus d'une porte ou bien un éclair en bas, voilà, ça éclaire, ça donne de la clarté, ça amène de la lumière sans qu'on ait besoin d'allumer une ampoule qui court en coûte cher ou bien une bougie.
Et puis, donc il est tombé là, et puis c'est engoncé. Et d'habitude, il enlève sa casaque de velours, mais là, tout est tellement seul, il n'y a pas pensé. Bon, voilà. Euh, les prononciations, bah, il y a des choses sur lesquelles j'ai aussi hésité. Il dit gambe ou bien gambe. Voilà. Eh ben, il dit pas ni l'un ni l'autre. Il y a un petit B quelque part que Edmond aurait pu noter avec une mise je sais pas, en l'air, là, je sais pas comment ils font ça, mais je sais pas le faire. Mais, donc voilà. Euh, Pendu ou pendu. Il y a une nuance dans les sons 1 que nous ne rendons plus. On pourrait les rendre, mais spontanément, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On peut le travailler, mais là, c'est ce Picard-là qui nous a été transmis. C'est ce Picard-là à titre personnel, vous devez le ressentir, j'ai plaisir à écouter, et puis parce que ça fait un mois que j'écoute tous ces trucs-là, Euh, tous ces passages-là que je les ai sélectionnés, et puis que je les ai retranscrits. Mais c'est ce Picard-là qui est en perdition, qui est perdu peut-être presque dans la spontanéité. Après, on peut le travailler puis le mettre en scène, mais dans une conversation, dans un village, un café, une place de village, le marché, chez le docteur, voilà, il y aura pas. Donc, il y a tout un tas d'éléments. Il y a des éléments chez toi le jour et de notre Dja. Bah, si on ne sait pas ce que c'est que le Dja, eh ben, on ne comprend rien du tout. Et le joueur de Dja, bah, c'était un mât de cocaïne qui était mis et puis on tirait ou on montait au mât selon les villages. Et là, c'est le Dja d'un frère, donc un Fra à côté de Bouillancourt. Et donc, c'est la fête du village qui est montrée avec un mât de cocaïne où on allait chercher du saucisson ou des choses comme ça. Et donc, ou bien tirer au jet, hein, comme ça se dit, pour les tirs à l'arc vertical, pour décrocher. Et c'est comme ça qu'on devient le roi de la compagnie. Voilà, si on l'a eu une fois, deux fois, trois fois d'affilée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'appellent le roi, parce que ça va, paraît-il. Voilà. Euh, il y a relisez-le, coincé sous ses échelles. C'est les aisselles, hein, c'est pas échelle, il n'y a pas de transformation des mots français, non, le mot Picard, c'est échelle. Mais Léopold était tout à fait capable d'aller chez le docteur puis de dire j'ai mal à mes aisselles. C'est peut-être moins bien francisé que je ne le dis là, mais bon, voilà. Il y a quand même. Et puis, bon, son accent, il y a comment, il y avait un mot. Ah oui, il avouait Scornaille. Je ne sais pas si vous l'avez saisi comme ça du premier coup. Prenez un dictionnaire et cherchez ce que ça veut dire corneille. Ça veut dire un corbeau. On est d'accord, hein? Corneille, voilà. Et bien là, il avait ce corneille, ça veut dire qu'il avait pris sa cuite et qu'il était torché, tout simplement. Il était noir comme une corneille, peut-être. Je ne sais pas si ça veut dire noir comme une corneille, mais il était ivre-mort. Voilà. Donc, c'est une acception qui n'existe pas Alors, il y a peut-être un lexique qui viendra me démentir, et puis je dirais oui, effectivement, à cet endroit-là, ça a été noté par un linguiste. Mais voilà, il a Corneille. Donc, il, il était plus que pompette. Hein. C'est, voilà, puis à la fin, est incroyable jusqu'à peut endurer un homme seux. Et donc, vous avez sur le verbe durer ou indurer, il y a aussi, pas une nuance, mais il y a la manière de pouvoir le dire, durer les choses, c'est les endurer. Hein. Là, il dit indurer. Voilà. Je ne vais pas. J'ai essayé de garder une demi-heure pour qu'on soit dans le nord amiénois avec Casilda Wilbert, pour vous dire que c'est très, pour moi, ça a été très formateur, très agréable de rencontrer, de vivre très souvent à côté de Léopold, plus souvent qu'une fois par mois, parce que j'allais chez lui assez fréquemment. Puis je vous dis, quand il a fini ses jours, et puis il était en toute conscience jusqu'à son décès quasiment. Donc on a fêté tous ses anniversaires, et puis on se retrouvait, et puis à d'autres occasions. Et ça a été vraiment une source de Picard. Et pour Jean Leclerc, par exemple, ils sont de la même commune. Hein. Jean Leclerc était de Bouillancourt. Lui, il est de Bouillancourt-sous-Mianais. Et Jean Leclerc était de Bienfait. Et au milieu, il y a le clocher de Moyenneville. Ils sont aux deux opposés de la même commune de Moyenneville qui est assez vaste, avec des Picards et des nuances de Picard fort différentes. Euh, dans ces années 20, 30 et peut-être jusque 50. Vous aurez donc dans la fiche les liens dont je vous ai parlé. Et puis, donc, je vous incite à aller en particulier rencontrer Léopold, interviewé par Sabine et Bernard Godard sur les sites là, que je vous ai mentionnés. Euh, donc, nous allons maintenant rencontrer Casilda Wilbert. Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler de Casilda?
Oui, Olivier, oui. Enfin, c'est pas une obligation, mais oui, voilà. Casilda Wilbert, euh, c'est une dame que je n'ai pas rencontrée. Je ne l'ai pas connue. Hein. Je ne veux pas, voilà, je veux pas du tout abuser. Hein. Je veux bien que les choses soient claires. Par contre, c'est une vedette. Elle est née en 1893, décédée en 1994, plus que centenaire. Et donc, Rubempré, village au nord d'Amiens, je vous ai montré, et un personnage dont j'ai entendu parler par Aimé Savary, qui a été trésorier picardisant, un élève de Charles de Saint, il était de Beaucaire, Aimé Savary. J'en ai entendu parler par Gisèle Soué. J'ai fait une masterclass avec Gisèle Soué. Je vous mettrai d'ailleurs en annexe le texte que Gisèle avait dédié à Casilda, puisque bah, c'est dans son livre des Tchomira qui est épuisé. Et puis, moi, j'ai découvert surtout Casilda Wilbert en 1980. Parce qu'il y a eu une campagne de publicité pour le courrier Picard avec le slogan c'est vous qui faites le journal, et où on voit Jean-Louis Crimon, que vous avez vu tout à l'heure, en train de causer dans les rues de Rubempré avec Casilda Wilbert. Alors, je vous passe l'anecdote sur la campagne publicitaire, parce qu'il y en a. Vous irez voir sur le blog de Jean-Louis Crimon, qui était au Courrier Picard à ce moment-là, qui a travaillé ensuite à France 3, puis à Radio France, puis dans les postes internationaux de Radio France et qui est également bouquiniste sur les quais de Paris. Et donc Jean-Louis, que je connais très bien, qui a écrit en Picard, qui connaît le Picard, tout ça, a un blog, je vous ai mis le lien pour que vous alliez voir les plusieurs occurrences de cette histoire, de cet affichage. C'était un affichage 4 par 3 hein, dans les rues d'Amiens en particulier. Et on voit, vous allez, bah, je vais vous partager tout de suite, vous verrez le truc. Voilà. Euh, hop. Et donc, bah, vous avez ici Casilda Wilbert et Jean-Louis Crimon dans les rues de Rubempré. Là, c'est Casilda, c'est une photo qui est sur son livre dont je vais vous parler, dans son jardin, une femme de la terre également. Casilda Wilbert avait antérieurement à sa rencontre avec Jean-Louis Crimon en mars 1980, elle avait été enquêtée au sens linguistique du terme par le professeur Jacqueline Picoche, qui a réalisé de nombreux enregistrements de Picard, de personnes s'exprimant en Picard dans le nord et l'est d'Amiens, voilà, dans tout ce secteur-là, enregistrements qui sont conservés au centre d'études Picard de l'université de Picardie. Donc, c'est comme ça que je peux avoir des enregistrements. Casilda a également été rencontré par quelqu'un que je connais, Henri Osé, qui est originaire de la région d'Ablune, mais qui habite en Val-de-Loire désormais, et qui a été enregistré par Henri Osé, qui est un chercheur en acoustique, et qui a fait un travail. Donc, si on a tout à fait le temps, si je ne suis pas trop bavard, on l'écoutera. Sinon, je vous ai mis le lien pour que vous alliez écouter cette expérimentation sonore à partir du Picard. Il n'est pas le seul, Henri Osé, à avoir fait ça, et d'autres l'ont fait avec d'autres textes, dont un Belge a fait ça aussi. Donc, ça s'appelle le souvenir linguistique, des travaux de l'université d'Angers, je crois bien. Et puis, donc, vous aurez dans les liens un lien sur Léonce Wilbert, le fils de Casilda, le deuxième fils de Casilda, qui est né en 1930. Donc, vous aurez son parcours professionnel, agricole, etc. Et puis un lien également avec l'hommage qui a été donné à Casilda dans la revue Histoire et Tradition du pays des Coudriers en 1991. Il y a 3 pages qui ont été rédigées et qui sont en accès libre sur ce site des Coudriers. Donc voilà, pour ça, je n'ai pas besoin d'assister. Et puis, vous avez aperçu, donc il y a ce livre qui s'appelle Casilda. Voilà, et ça a été pour moi un régal il y a 2 ans quand c'est paru. Casilda, donc c'est là derrière qu'il y a la photo familiale, hein, une photo familiale de Casilda dans son jardin avec Saint Loucher. Et donc ce livre, énorme, hein, quand même, 480 pages, écrit en picard et en français, ou en français et en picard, comme vous voudrez, par Casilda, et puis les parties picardes retranscrites par ses enfants, son petit-fils et puis sa famille, retranscrites en français.
et en italique pour bien montrer. Et donc, c'est une des petites filles de Casilda, Wilbert, qui a suggéré d'écrire ses mémoires dans des cahiers. Donc, elle lui a offert un cahier d'écolier. Et puis, Casilda s'est mise à écrire. Et puis, elle s'est dit, tiens, je vais l'écrire en picard. Et elle ne savait pas écrire le picard. Comme la plupart des gens qui disent, je veux écrire, mais je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a appris le français. Hein, c'est quelqu'un de lettré. Elle a appris le français. Donc, quand elle dit je vais H village, ben, elle écrit je vais H, avec la lettre H, village. N femme, elle écrit N femme. Voilà. Donc, elle ne prononce pas Anne femme, on ne dit pas Anne, la lettre Anne, on dit la lettre N. Voilà. Donc, elle dit bien N femme. Et puis, tous les sons nasalisés, ben, de ce fait-là, ils vont être retranscrits. Mais alors, c'est une écriture qui est presque, je ne vais pas dire médiévale, qui est presque très ancienne, parce que les mots, la syntaxe, la place des mots, ils sont dans l'ordre mais on ne sait pas où ça se coupe. Et c'est super ce qu'ils ont fait, la famille, en retranscrivant les carnets de Casilda. Ils ont bien fait de ne pas me les donner, parce que moi, j'aurais mis de l'ordre maintenant. Mais il ne faut pas. Parce que là, on a une véritable articulation entre ce qu'on entend, ce qu'on veut transmettre par écrit, et puis la lecture. Et donc là, hormis quelques mini fausse interprétation de certains mots par la famille, parce que justement, il y a des mots qui ont des acceptions picardes qui ne sont pas françaises et qui sont le même mot, mais ça ne veut pas dire la même chose. Mais bon, ça, je ne veux pas critiquer ça. C'est formidable d'avoir ce document qui relève du picard brut, écrit par quelqu'un qui parle français, qui parle picard, qui parle très souvent picard, majoritairement picard, qui est bilingue, qui a 80 ans quand elle commence à écrire ses récits de sa vie, à peu près, hein, peut-être 70, hein, je veux dire, je ne suis pas à 10 ans près, je veux dire, elle n'a pas fait ça tout au long de la vie, c'est pas un carnet de bord, et qui vient donc qui a une intention familiale, mais elle écrit quelque part, bon, tout à l'heure, après ma mort, qu'est-ce que ça deviendra, tout ça, puisqu'ils ne le lisent pas de mon vivant, ils n'auront pas le temps après. Hein, voilà. Bon, donc, elle ne se fait pas grande illusion. Elle écrit spontanément, et elle y prend du plaisir, et elle s'amuse à se dire, mais c'est compliqué à écrire, ben, je vais l'écrire quand même. Voilà. Et donc, elle ne se met pas d'obstacle. Et cette transcription du Picard du Nord amiénois, avec ces sons nasalisés qu'on va écouter là maintenant, je veux dire, c'est une mine, ce bouquin-là. C'est une mine. Alors, il y a peut-être que moi que ça intéresse sur cette planète Terre. Hein, je veux dire, en tant que lecteur, c'est possible que les gens disent, il est un peu zinzin, il n'y a quand même pas de quoi en faire un pareil état. Peut-être. Mais là, on est à la charnière de ce qui n'est pas de la littérature. Mais c'est un livre. Alors, ça commence où la littérature? Personnellement, j'en sais strictement rien, c'est pas mon problème. Moi, j'ai du plaisir à lire ce livre-là, donc je dis c'est de la littérature, c'est voilà. Et il faut que ça reste comme ça. Et donc, et d'ailleurs, vous allez voir, je vous ai fait des copies de textes tels que Casilda les a écrits. J'ai fait attention à la lettre près. Bon, je dis pas que j'ai pas fait une erreur de temps en temps. Et puis, je vous ai mis ce que moi, j'aurais mis si on m'avait dit, tiens, voilà les textes de Casilda, si tu peux les mettre en ordre, ben, j'aurais fait ça. Et ben, ça ne rend pas du tout les liaisons, les sons. Enfin, je reviens toujours sur les mêmes choses. Et puis sur cette pensée qui arrive. Et alors, le tempérament de Casilda, parce que son tempérament, eh ben, c'est de faire de l'autostop. Et ben, elle appelle pas ça. Alors, elle peut dire autostop, hein, c'est pas le problème. Elle peut le dire. Mais elle dit pas le plus tendre. Hein. Je fais le pouce. Voilà. Et je fais le pouce. Ah, voilà. Et ben, ça marche, hein, on comprend ce que ça veut dire. Voilà. Eh bien, et donc on va commencer avec un voyage qu'elle a fait dans le Cantal. Donc on va écouter, hein, et puis je voudrais après vous passer à autre chose, donc on va pas l'écouter entièrement, mais vous aurez le texte entier. Et donc dans le bouquin, elle en parle, mais là c'est ce qu'elle a enregistré au micro de Jacqueline Picoche, donc dans les années 1972 à peu près. Hein. Voilà. Alors je vous partage le texte. Et c'est dans ce texte-là, elle dit souvent le verbe dire pour le verbe penser. Et puis, elle relate des conversations, donc tout ça se mélange allègrement. Mardi gras, c'est à mardi naturellement. Et puis le dimanche, ma fille me dit, maman, il dit, si tu veux aller qui dit à Tiezac, que c'est que j'ai été en tchou, passer mes vacances, tu peux y aller, qui dit, parce que le chauffeur, le mécanicien, il veut y aller.
Tu parti voir avec lui? Oh, ben, je dis, je vais bien. C'est loin, Guidé. Je dis, souhaite. Dans l'après-midi, je dis à Léonce, l'as-tu vu, monsieur Coquille? Non, je l'ai pas encore vu. Bon, ok, il dit, j'irai au soir. Après-midi, il est tout parti. Il dit, il va au soir. Quand il est rentré, je dis, l'as-tu vu? Non, il n'est pas courir nu. Oh, ben, je dis, je suis venu. Pour aimer à l'eau, je dis, ah, je pique, tu dis l'eau? Ah, il dit, non. Bon, j'ai une petite interruption. Coquel, le nom du conducteur du camion, elle dit Coquiel, je ne sais pas comment elle le prononce. Voilà. Et comme il est dans le bouquin, bah, j'ai mis Coquel, parce que c'est son nom propre. Voilà, voilà. Et puis, donc, les sons nasalisés, je les ai notés avec un I, avec un petit accent dessus, parce que si je mets un N derrière, enfin, moi, je n'arrive plus à rien lire. Euh, pour dire je- tu es là, t'es v'là. C'est pas te voilà, c'est tes v'là, c'est VLO, c'est tout le temps écrit v'là, c'est sans arrêt, hein. Et il y a des sons d'infinitif du premier groupe qui vont être des verbes donc en i, hein, canti qui va être canti, chanter qui va être canti, mais il y a des sons qui sont en e, comme quasiment dans le vieux. Et d'ailleurs que ce qu'on retrouve aussi au Bois, plus au nord du département. Donc chanter qui devient canteux. Ça n'est pas fait au petit bonheur la chance, c'est fait en fait en fonction de la conversation, du moment où ça se place dans la phrase. Quand elle parle du village du Cantal, j'ai eu un mal de chien. Alors heureusement qu'il y a le bouquin parce que c'est écrit dedans, mais mais elle parle de quoi là? Et en fait, parce qu'elle dit Tiézac, Tiézac. Elle diphtongue, ou elle triphtongue, je ne sais pas à quel niveau ça met. Donc, précisément, c'est comme de tille, comme un tilleul. Voilà, Tiézac. Et donc, on va reprendre l'écoute, et puis vous faites attention sur les sons i comme dormi, des choses comme ça. Vous allez voir comment ça peut être difficilement retranscrit. Ah oui, je me suis goûté le dimanche au soir d'une bonne affaire, j'ai bien dormi, j'ai passé une bonne nuit, dormi tout le nuit, le dimanche j'étais bien fraîche. Je vois M. Coquille vers le 9h, je lui dis, N'a pas le. N'a pas Monsieur le Coquille, ma fille, m'a vous parlé que vous allez être Isaac. T'as pas le texte? Pas de La texte. réponse. Ouais, faut râler, faut râler. Pas le texte, je vois. Tu dis l'eau? Ah, qui dit non. Ah oui, je me suis goûté le dimanche au soir d'une bonne affaire, j'ai bien dormi, j'ai passé une bonne nuit, dormi tout le nuit, le dimanche j'étais bien fraîche. Je vois M. Coquille vers le 9h, je lui dis, Monsieur Coquille, ma fille, m'a vous parlé que vous allez être Isaac, dans le Cantal? Ah, ben, qui dit, oui, mais pas aujourd'hui. Bon, à quand vous allez? Demain. Oh! Une langue. Il dit, oui. Je dis, parce que ma fille, là, oui, dit, je vous loue. Je dis que je parte avec vous. Oh, madame, qui dit, c'est loin, il y a 800 kilomètres. Oh, ben, je dois vous courir. Comment qu'il dit ça va encore? Et dans une fourgonnette. Ben, j'ai quoi qu'à pu faire? Ah, qui disait, vous savez. Bon. Est-ce que vous avez remarqué le passé? Là, il y a des fois, c'est dans la même phrase, hein, ça, je vous la lis, hein. Je dis, parce que ma fille, il avait dit, si je vous loue, bon, donc, donc c'est pas le passé, là, mais c'est le conditionnel. Dans la miennois, c'est si je veux rouer ou si je veux louer. Et là, c'est je vous loue, c'est le vimeux. Enfin, c'est les mêmes sons. C'est les sons du Pas-de-Calais aussi, là, si je vous loue, hein, voilà. Donc, la, la, la norme grammaticale, elle n'est pas là. Il y a pas une norme, il n'y a pas une règle définitive. Je ne sais pas le pourquoi de la chose. Je ne crois pas qu'il y ait un seul linguiste qui soit penché sur la question. Euh, donc, Tiezac, bon, on a eu le droit une autre fois aussi. Il y a des moments, j'ai mis des lettres parce que ça sert de repère dans la lecture, eh ben, je dis avocue, je ne sais pas comment elle le prononce, je ne sais pas, il n'y a pas de R là-dedans. Et puis après, quand elle prend la parole au nom du conducteur, comment qu'il dit ça va encore, mais ça va encore?
C'est pas, je ne sais pas le transcrire. Alors, il y a peut-être des gens plus malins que moi, et il y en a, je n'en doute pas. Mais là, il n'y a pas de norme. De la même manière, euh, dans tout le passage où elle a bien dormi, c'est dit à une vitesse, alors qu'elle a bien dormi, donc elle pourrait prendre son temps. Non, non. J'ai dormi au soir d'une bonne fourrée. C'est-à-dire, comme on donne du fourrage à une bête pour passer la semaine, la nuit, à un lapin ou à une vache ou un vieux. J'ai passé une bonne nuit. J'ai dormi toute nuit. Même nuit. Deux fois le mot nuit qui se suit dans deux petits mots, de toutes petites phrases de 5 mots. Pouf, nuit, nuit. Euh, Lendemain, pas le lendemain, lendemain, j'ai trouvé bien fraîche. Enfin, personnellement, je trouve ça succulent. Mais personne ne parle comme ça aujourd'hui, en 2024, hein, personne. Je continue un petit peu, et parce que le temps tourne. Je dis, je suis fraîche et dispo. Je dis, j'ai bien dormi, je suis prête. Je dis, quand est-ce qu'on partirait? Ben, il dit, vous partirez demain matin, qui dit à 4 heures du matin. Oh, quand il m'a dit, là, je n'ai pas rien, parce que je dis 4 heures, et je n'ai même pas de réveil à la maison, et je dis, je ne vais pas pouvoir me réveiller si je m'endors. Ce serait pas l'heure, ce serait pas rien. Je ne sais pas si c'est l'heure de me lever. Et puis, J'arrête là parce que je voulais vous faire remarquer ce passage-là. Euh, Grâce au livre, j'ai remarqué qu'elle ne dit pas je saurai, mais elle dit saurai. Elle fait une assimilation comme ça se fait à Berck avec l'article. Là, c'est avec le pronom, comme ça se fait dans le Vimeo avec l'article féminin. J'ai pas de réveil. Bon, donc on voit déjà ouais, c'est pas une question de niveau social, hein, elle n'a pas de réveil, c'est tout, hein. Euh, je ne vais pas pouvoir me réveiller si je m'adore. Serrez pas l'heure, serrez pas rien, serrez pas s'il sera l'heure de me lever. Voilà, serrez pas, serrez pas. Voilà, il y a plus le jeu qui est parfois retranscrit dans son bouquin par des CH. En fait, c'est exactement la lettre du verbe qui suit qui est assimilée donc dans le pronom personnel. Ça, je trouve, c'est pas décrit non plus, hein. C'est très linguistique là, c'est pas décrit. Demain matin, je vais recevoir une avalanche de mails pour me dire, mais si tu n'as pas lu tel travail, tout machin, truc. Mais moi, je ne suis pas connaissant. Voilà. Je suis contraint d'arrêter là, mais pour vous dire que, et donc, il y a des heures d'enregistrement de textes de Léopold, de tous les gens dont on vient de voir, enfin, par mon grand-père, il n'a pas grand-mère, mais de Casilda en particulier. Je vais vous montrer, donc dans le tout premier texte, mais après vous aurez les trois autres qui suivent, euh, comment elle parle du Picard. Vous avez tout en haut, non, alors, hop, ça partage là. Vous avez tout en haut en Picard, et quand j'ai mis en italique, c'est Bibi, hein, c'est pas elle, c'est pas Casilda. Donc voilà. Et j'ai bien envie de faire du Picard tout du long de ma livre. Comme l'eau, ils, ils pourront, vous voyez comment c'est, I2NE, ils pourront le déchiffrer. Et donc, il n'y a pas de. Ils ne pourront pas, hein, il n'y a pas voilà, il n'y a que le N apostrophe retranscrit en français. Monsieur Legrand, chez un ami et de buire. Euh, il m'avouait dit, il faut écrire du patoué. Oui, mais rudement difficile à écrire, et puis quoi pire pour le lire. Et je voudrais bien le dire. L'eau à ma fût de bout à écrire Chuckling. Chuck, elle le prononce Chuck. Elle fait la palatalisation. Donc, mais elle écrit elle écrit jamais TCH. Jamais. Dans ces occurrences-là où ça serait un QU en français et en pica. Et donc, je voulais retranscrire en dessous parce que j'ai passé du temps, je ne m'en vante pas, mais je veux dire, j'ai passé du temps à bien retrouver une structure qui correspond à les structures de syntaxe qu'on a aujourd'hui. Mais j'ai quand même gardé et je voudrais bien le vire. C'est pas je voudrais, là, c'est et je voudrais. Voilà. Et donc, il y en a toute une tripotée comme ça. Vous aurez une autre série de trois textes exactement pareils, avec des aventures qui sont agréables à écouter, mais voilà, qui valent surtout pour cette retranscription sur laquelle j'insiste. Et puis là, je vais vous faire écouter donc un enregistrement qui date également de 1972,
alors qu'elle a été faite par Jacqueline Picoche. Bon, j'ai mis la photo avec Jean-Louis Crimon, mais c'est juste pour illustrer. Elle n'est pas contractuelle. Et puis, c'est une aventure qu'elle raconte qui s'est passée dans le village. Et ne pas être pire. Ah non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. L'autre jour, j'étais dans ce village que j'ai été promener. Dans une maison qu'il y avait une petite fille à soigner. Ils me l'ont montré. Oh, quelle belle petite fille, elle fait laiteuse. Elle a une belle petite tête ronde. Oh, belle, hein? Oh, maar kan erin, kan dat die jullie van le. Ik heb moeite met dit. Oh, il n'y a plus de venster. Chaque jour après, je vois Père et je lui dis, j'ai vu votre petite fille, Bernard, elle est belle, et pas une fois qu'elle drieër. Elle me dit qu'on l'avait fait à rien. Et puis, moi, j'ai ri aussi, mais elle a des enveloppes. Il voit que je ris, il rit aussi. Mais comme je lui avais dit tout flou à Picard, il n'a donc pas compris un mot de ce que j'ai dit, parce qu'il n'y a pas de parisien. Il s'invoque la bu, tout en mouchant ses épaules, et puis il me réveille bien d'un air drôle, il me dit, je n'ai rien compris du tout de ce que vous m'avez dit. Là, j'ai eu prendre de plus belle. Et puis, comme il y avait quelqu'un avec moi, j'ai trouvé ma fille, il a bien rigolé aussi. Mais après, ils avons dit en français et en moulé quand même. Là, il a compris. Puis il a ri. Il y a du lourd aussi, hein, au niveau prononciation. Hein. Il n'a donc pas compagne. Je ne sais pas dire ça. Je ne sais pas. Et je l'ai entendu. Moi, du côté de mon père, à Beaucamp-le-Vieux, Raymond de la voisine, elle parlait exactement comme ça. Exactement comme ça. Elle parlait par-dessus Schleyer et puis, hein, Maurice! Voilà, elle roulait les airs. Mon grand-père s'est jamais appelé Maurice, avec elle, Maurice! Comme ça, tout le temps, Maurice! On le dit toujours dans la famille. Et puis, bon, je n'insiste pas, mais vous voyez bien qu'à un moment donné, elle parle français. Et quand elle parle français, elle parle français. C'est pas du picard déformé ou du français déformé. Voilà. Donc, ce sont des gens très bilingues, très accentués, très localisés et avec une grande authenticité. Comme on a encore 8 minutes, j'ai le plaisir de vous faire passer un début d'enregistrement d'une autre personne. Je ne sais pas qui c'est. En présence de Casilda, c'est doit être quelqu'un qui habite à Talma, le village à côté, et c'est un homme, et il s'adresse à Casilda. Et vous allez voir comment, entendre surtout comment cet homme parle. Je vous mets la retranscription, je voulais tout faire en aveugle, mais ça serait du gâchis pour tout le monde, puis surtout du gâchis de temps. C'est parti. Tu y as dit, Casilda. C'est comme il fait faire, hein. Bon, je pressentis, Casilda. Le queue, t'es venu à Talma, t'es venu me dire bonjour. Bon, puis je t'ai dit, Mach, viens à ma maison, je dis, on a dit bonjour à Francette. Puis Francette, elle nous a bien su. On se bat une bonne tasse de café, on se bien Berkeley, d'un autre, à mon de Rubin après. Moi, oui, non, après, je me connais, c'est plus. Après, on se met tourbillé ma gardin. T'as dit, oh, que t'as des belles fleurs dans ta gardin. Au-dessus du goût, quand même. Hein? Et puis tes vagues, dis donc. Ah, tu des belles vagues. Tu me dis toujours quand tu viens que j'ai des belles vagues. Puis une maison qu'elle est bien tenue. Et puis tu sais, je n'ai qu'une qu'elle est venue de cousine, elle les caille de vin près, toute ta vie, tu sais. Bon, c'est impressionnant. Enfin, moi, ça m'impressionne. Hein. Du gu, c'est Casilda dans son bouquin, c'est toujours du gu, c'est jamais du goût. Voilà. Euh, et puis, là, je voulais passer ça, c'est pour as-tu des belles vagues? Tu me dis toujours quand tu viens et que j'ai des belles évaques. Cette épenthèse-là qu'il y a là, donc qui a été étudiée, là pour le coup, elle a été étudiée, mais elle n'est pas forcément décrite à cet endroit-là et dans ces circonstances-là. Et la prononciation de Rubempré, je ne sais pas s'il y a un panneau d'entrée de village Rubempré, je n'ai pas recherché de mémoire. Si on en met un aujourd'hui, on mettra quoi? On mettra Rubempré, évidemment. Voilà. Et là, c'est Rubempré, avec un « et » très ouvert derrière.
Voilà, chez celui-là. Par contre, si on va mettre un panneau à Talma, on va mettre Talmer et eux, ils disent Talma. Alors, elle est où là? Moi, je ne sais pas où est la vérité. Je ne détiens pas la vérité. C'est simplement de l'observation. Ce que je regrette beaucoup, c'est qu'il y a des piles de CD maintenant, d'enregistrements des années 70 qui ont été faits au Centre d'études Picard et qui n'ont jamais été véritablement dépouillés. Ils ont été numérisés. Enfin, moi, je des copies comme ça. Voilà, il y a des présentations qui en sont faites, hein, mais c'est extrêmement succinct avec quelques mots qui nous disent voilà ce qu'il y a, qui, quand, où et quand on s'en souvient. Euh, il y a une richesse phénoménale à explorer. C'est pas nous qui allons le faire. Si c'est pas la génération après nous, ça sera peut-être celle après ou ça sera peut-être jamais fait. Et probablement qu'il y a des gens qui un jour se penchent dessus, ne comprendront plus le fond de certains mots, parce que le sens qu'ils prennent dans une conversation. Et ça, c'est le propre des choses vivantes, c'est qu'elles meurent, hein, ça ne me gêne pas. Et par exemple, et puis tu sais, je n'ai qu'une reine qu'elle est venue cousine, elle l'écaille de Rubempré. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Elle l'écaille de Rubempré. Je sais pas, je sais pas. Octavie, peut-être qu'elle s'appelle Octavie, elle l'écaille, je sais pas, je sais pas. Il faudrait que quand je rencontrerai Laurent Wilbert, je lui poserai la question, ou bien son père peut-être sait, puisqu'il était peut-être présent à ce moment-là, je ne sais pas. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a là une matière de Picard vivant dans laquelle, je vais dire je, mais probablement nous avons été baignés sans le savoir, sans le rechercher. Moi, je n'ai jamais le repoussé ni du côté de mes parents, ni à titre personnel. J'ai toujours été plutôt friand des autres langues que le français, en plus du français. Et puis, il y a une forme d'expression à l'oral que l'écrit ben, pourra toujours s'efforcer, mais n'arrivera pas à rendre, et que le spectacle vivant pourra s'efforcer, arrivera peut-être à imiter, mais n'arrivera pas à rendre dans sa spontanéité, puisque le propre d'un spectacle, c'est d'être travaillé et retravaillé. Allez, juste avant de se quitter, parce que je vous ai un peu amorcé, mais comme ça n'empêche pas, je vous passe un extrait du travail de Henri Eusé. Je suis comme le temps. Il fait On n'a beau, pas l'écran. je suis comme le temps. Il fait froid, je suis vous saviez, je l'aime cette maison. Si vous saviez, je l'aime cette maison. On n'a pas l'écran. Non, vous avez le son. Oui. Oui, oui, non, il n'y a pas Ah, d'écran. d'accord. Ok. Non, voilà. Si vous savez, comme je l'aime, cette maison, si vous savez. Donc, le picard, la langue picarde devenant une matière. Pierre Garnier et bien d'autres l'ont fait. On est dans Henri Eusé, c'est quelqu'un qui est plus jeune que moi. On est dans des gens qui ont travaillé la matière musicale, la création, un peu dans la foulée des grands musiciens français. Je ne vais pas donner de nom parce que j'en ai en tête, mais je ne veux pas parce que c'est pas de la musique concrète. C'en est peut-être. Je ne suis pas assez connaisseur pour pouvoir définir, mais je pourrais demander à Henri qui précise. Je sais le sens de son travail, mais qui précise où ça se situe dans l'histoire de la musique moderne et contemporaine. Bon, vous avez le lien, vous pourrez aller voir, ça ne dure pas très longtemps, et puis vous avez d'autres travaux expérimentaux du même genre. Voilà. Bon, j'espère que, je ne sais pas si je vous ai convaincu de quoi que ce soit, c'était pas le but de la manœuvre, c'était simplement vous dire que euh, nos générations, on n'a pas tous le même âge là autour des écrans, nos générations ont eu la chance de côtoyer ces gens. Euh, je me faisais la réflexion que certains les ont méprisés, ces formes de parler, ces formes d'expression, ils les ont repoussées en disant si on parle comme ça, on restera quelqu'un de la terre, on restera quelqu'un d'embourbé dans nos champs ou dans notre jardin. Et donc, les ont peut-être légitimement, je ne porte pas de jugement derrière ça, les ont éloignés de leur quotidien. D'autres ont senti que c'était toute une époque, peut-être même la fin du néolithique, j'aime bien dire ça, toute une époque qui s'arrêtait avec la fin du travail à la main, le début de la mécanisation, le début de la machine, le début de l'industrialisation dans les travaux de la terre. Et puis, ben, il y a quelques zigotos, dont je pense faire partie, qui se sont dit que ben, c'était une curiosité qui valait pour être
dans ma chair, une curiosité d'ici qui voulait dire véritablement quelque chose dont je me sens profondément porteur. Euh, c'est ce qui me fait aimer le Picard, c'est toutes ces variétés. Et j'aime aussi les choses un peu plus normées, hein, c'est pas véritablement le discours, mais la variété, avoir rencontré ces gens, je le redis, qui pouvaient être mes grands-parents ou qui, pour certains, l'ont été, c'était une richesse. Parce que là, il n'y a pas de, je ne mets pas du tout de différence de niveau. Et d'ailleurs, les sociolinguistes ne le font pas non plus dans les différents métiers, les différentes formes d'expression de tous ces gens. Et donc, leur statut social non plus. Non, mais voilà, on est quand même passé véritablement d'une France bilingue à une France franco-centrée, hein. Alors après, il y a d'autres langues qui arrivent, et il y a des brassages sociaux, ça ne me gêne pas du tout. Mais quand on nous dit, quand on entend, et je l'entends hein, assez fréquemment, on parle plus picard, ou bien c'est pas du picard d'ici, et bien là, à cette époque-là, ça voulait vraiment dire quelque chose. Et il y avait véritablement, il y a des enregistrements de Casilda, elle écrit, hein, elle écrit entre parenthèses, Picard de Talma, enfin je vais vous dire Talma, je crois que c'est un autre village, c'est peut-être Renneville, et donc elle écrit entre parenthèses Picard de Renneville, hein, c'est pas mon Picard. Même elle écrit ça dans les années 70, hein, donc elle en a véritablement conscience, elle a été conscientisée par les enquêtes, je pense, de Jacqueline Picoche. Je vous ai mis aussi le lien avec le site de Jacqueline Picoche, où elle a fait des propositions d'apprentissage des langues, et en particulier du français, pas du tout du picard, mais comme ça, vous verrez. Elle vit toujours, Jacqueline Picoche, Laurent Wilbert est en relation avec elle. Voilà, je les ai fait se rencontrer, donc ça a permis ça. Et puis, bah, je remercie la famille Wilbert, je dis pendant l'enregistrement, de m'avoir confié donc, la possibilité de transmettre quelques textes et quelques témoignages. Et puis, bah, procurez-vous le livre Casilda. Si je vous ai convaincu, procurez-vous le livre Chintan. Si je vous ai convaincu, voilà, c'est les deux seuls livres qui sont disponibles. Et puis un jour, je pense qu'on éditera le roman de Léopold de Vim, parce que là, c'est une étude sociologique en plus d'être Picard. Mais on sera obligé de normer, parce que Léopold, il a tout écrit à la main, hein. Donc là, il faut lire du Léopold, hein. C'est pas facile. Mais j'y suis dû, j'ai un peu l'habitude. Bon, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre patience. J'espère que cette dernière séance qui dénotait de nos habitudes ne vous aura pas déplu, et puis qu'éventuellement, donc, elle vous aura convaincu au contraire d'écouter, de tendre l'oreille, et puis de rechercher là où il y a des subtilités. Euh, voilà, j'ai déjà essayé de rouler les airs, c'est du Picard et de comédie, ça marche pas, c'est pas ça. Jean-Luc, avant de nous quitter, hein, parce que je vais devoir clore la réunion, je propose, et ça se faisait pendant le Covid, on applaudissait les conférenciers. Donc je propose qu'on rallume le micro, Jean-Pierre. Oui. Voilà, ceux qui peuvent, et puis bravo Jean-Luc. Bravo, Jean-Luc. Bravo. Bravo. Merci. Voilà. Merci. Allez, à la rentrée prochaine. Ouais, passionnez-vous pour le Picard pendant tout l'été. Ouais. Allez, Allez. Allez, allez tout le monde. allez à tous et à toutes.